Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir par Zoom, à défaut d'être en présentiel avec vous. C'est vraiment un plaisir de pouvoir participer à cette soirée et puis à cette thématique qui me tient particulièrement à cœur, comme vous le verrez. Et c'est ça. Ce soir, je vais vous partager des anecdotes que j'ai vécues, dont j'ai été témoin, euh, et pour lesquelles je vous invite à ouvrir vraiment vos cœurs et vos consciences. Je suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit, mais ce que je vous raconte, je l'ai vécu. Donc, je vous le partage en toute confiance. Et l'idée derrière ça, c'est vraiment de de grandir, on va dire, de grandir dans nos perceptions, de d'élargir notre vision et de ramener une compréhension plus grande à ce qu'on peut faire comme type de collaboration et aux relations qu'on peut amener avec les animaux dans cette dimension philosophique et dans cette dimension d'intégrité. Donc, pour celles et ceux qui me connaissent pas, je suis effectivement communicatrice animalière, mais avant de m'assumer dans cette voilà, dans cette carrière-là, dans cette mission de vie, je suis initialement diplômée universitaire en communication, spécialisée dans l'éthique et le démantèlement de la propagande médiatique. Et puis avec un diplôme complémentaire en sciences humaines appliquées et spécialisée dans la gestion des dynamiques de groupe et puis des dynamiques interrelationnelles. Donc voilà un petit peu. J'ai aussi tout un background de thérapeute, thérapeute pour l'humain et thérapeute pour les animaux au niveau des soins manuels, de la massothérapie et de l'accompagnement. Mais ma mission première et mon choix premier de me concentrer vraiment sur l'outil de la communication animale pour toucher le maximum de monde possible et faire connaître cette approche qui peut changer des vies littéralement. Voilà. Alors, avant de commencer, on va vous partager, avant de commencer officiellement en tout cas, on va vous partager une petite vidéo qui vous mettra dans le bain. Et puis après, on plonge ensemble dans ce qu'est la communication animale et dans les partages de ces fameuses anecdotes de nos colocataires de la planète Terre. Donc, je vous dis à tout de suite. Merci Émilie. Juste avant de vous présenter la petite vidéo, j'avais pas fait l'annonce tout à l'heure, mais je voudrais demander à ceux si c'est possible, s'il vous plaît, si ça serait bien, si vous pouviez avoir peut-être vos caméras allumées. Donc je sais qu'on est dans un contexte pandémique, on est très habitué à avoir des activités en ligne, mais c'est certain qu'on aime beaucoup avoir aussi le côté humain, même si c'est juste à l'écran, donc de pouvoir vous voir, c'est vraiment apprécié. Donc, si vous voulez bien, s'il vous plaît, activez vos caméras, ça serait super. Donc, je vais tout de suite lancer la vidéo et je te cède la parole tout de suite après, Émilie. Merci. Ouais. Et sentez-vous à l'aise, hein. On est en mode informel, donc si vous êtes dans le confort de vos chez vous, de vos canapés exactement, ben c'est pas grave. Moi, j'ai envie de voir vos visages. Qu'est-ce que c'est la com animale? C'est une faculté naturelle, innée, qu'on a tous. C'est le langage universel, c'est vraiment le langage du cœur, la connexion cœur à cœur, âme à âme, qu'on partage tous. Je vous présente Tyson, un magnifique petit bulldog français que j'ai connu en 2015. Son vétérinaire avait découvert une déformation de la colonne vertébrale et qu'il allait devoir être piqué. J'entends à ce moment-là, ben là, mais ça va pas, mais j'ai pas dit mon dernier mot, mais il va se marier bientôt, je vais être présent à son mariage, et puis je suis son mentor, je suis son frangin, je veux dire, je suis son pote, je suis son frère. On va pas, non, moi ça va, je vais gérer. En fait, j'ai vu Tyson hier encore, il est encore des nôtres aujourd'hui, et il a assisté au mariage de Brian. La nécessité urgente est de reconnecter l'homme à son environnement naturel par la zoothérapie, la présence des animaux domestiques et sauvages, car l'animal réhumanise l'être humain. Si vous souhaitez réharmoniser vos relations avec les animaux, je suis là pour vous aider à les entendre et les écouter. Merci. Donc, vous apercevez le visage de Sarah au sein de cette conférence. C'était avant le Covid, au Salon de l'Éveil, en tout cas. Peu importe, mais
pour la petite anecdote, le fameux Tyson qui est mentionné dans cette conférence-là est décédé finalement l'année dernière en novembre. Et oui, il a bien assisté au mariage de son compagnon humain, Brian, mais il a décidé de tenir bon jusqu'à ce que l'enfant de cet homme-là naisse et qu'il puisse passer le flambeau. Et il a insisté, en fait, Brian, son gardien, m'a appelé quelques jours avant la naissance de son fils et me disait, voici Tyson. Et, euh, et il disait, Tyson ne va vraiment pas bien. Donc, lui devait être euthanasié, ce chien-là, en 2015. Là, on était en 2020, donc Dieu sait qu'il avait prolongé sa vie avec un super état d'esprit et plein d'outils naturels et complémentaires. Mais là, il en pouvait vraiment plus. Et Brian m'appelle donc en disant, je vais devoir faire euthanasier Tyson, là, c'est pour de vrai. Et Tyson a mentionné, il dit non, à quelques jours près, je veux que tu tiennes bon, je veux passer le flambeau, je veux attendre d'assister à la naissance de ton fils et je veux pouvoir être photographié avec lui. C'est ma dernière transmission et je te passe officiellement le flambeau et la responsabilité de ton fils. Voilà, donc ça c'est la dernière photo de Tyson qui finalement a été euthanasié le lendemain de cette photo et il a pu accomplir sa mission. Pour lui, il se considérait réellement comme c'est ça, le frère de cœur de Brian et un formidable guide, gardien et mentor pour l'accompagner. Et Brian m'avait laissé un magnifique témoignage en disant Tyson a fait son travail et il m'a appris à être un bon père. Il m'a outillé et appris pour être enfin un bon père. Voilà. Donc ça c'est la petite anecdote pour que vous ayez la fin de la petite histoire. Alors comme je vous disais, ce soir il va falloir faire un effort d'ouverture pour on va dire stretcher, faire de l'exercice d'assouplissement de nos systèmes de croyances. Donnez-vous juste la chance de vous dire et si c'était vrai, et si c'était possible. Je suis pas là pour vous convaincre, je suis là pour partager. Donc c'est ce que je vais faire. Et puis là, dans l'exemple de Tyson, il parlait de ses rôles. On va voir quel rôle les animaux choisissent de se donner à nos côtés, que ce soit des animaux domestiques, des animaux sauvages. On va voir qu'ils choisissent en conscience d'occuper différentes fonctions à nos côtés. Et, euh, et puis aussi pour ceux et celles qui sont pas du tout familiers avec la com animale, je l'ai résumé rapidement dans la petite vidéo promotionnelle, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une connexion ou une communication qui se fait sur un plan télépathique. Donc c'est pas de l'observation d'un comportement ou des gestes ou de l'attitude d'un animal, c'est vraiment au niveau connexion télépathique. Donc c'est une question de fréquence, de longueur d'onde, d'émanation des champs électromagnétiques, etc. Donc il y a une réalité qui n'est pas encore expliquée scientifiquement, mais le phénomène de télépathie en lui-même est prouvé scientifiquement. C'est juste qu'ils ne savent pas d'où ça émane et comment s'en servir toujours de manière optimale. Les militaires étaient très très intéressés par la télépathie parce que pour eux ça favorisait des possibilités d'espionnage à distance. Donc Dieu sait qu'il y a des millions et des millions de dollars qui ont été investis dans la recherche, mais le modèle scientifique actuel ne permet pas d'expliquer comment fonctionne la télépathie, mais on sait que ça fonctionne. Et l'autre chose que ça représente en fait, ou qu'est-ce que c'est la communication animale, c'est aussi le langage universel qu'on partage tous, comme je disais dans la vidéo. C'est-à-dire, quelle que soit notre espèce, quel que soit notre degré d'intellect ou de maîtrise de l'intellect ou de la connaissance, c'est vraiment le langage universel commun à toutes les espèces. Et c'est ça qui va permettre, entre autres, aux tribus qu'on dit aborigènes ou aux peuples dits primitifs d'aller chasser, de savoir quel animal doit être chassé, de savoir quelle plante peut servir au niveau médicinal, ou c'est le langage qui va permettre à une mère et à son enfant non verbal de pouvoir communiquer avant qu'il développe le langage parlé, etc. Donc c'est vraiment le langage universel par défaut. On est tous outillés à la base quand on arrive pour pouvoir manifester et utiliser ce langage-là. Mais avec notre éducation occidentale, une fois qu'au niveau cérébral, le néocortex, le cerveau logique et l'aspect connaissance reprend le dessus, c'est des capacités, on va dire, qui s'atrophient.
Donc, selon la sensibilité de chacun, et puis selon les efforts qu'on va mettre à réactiver ces fonctions-là et à retrouver la fréquence vibratoire, la longueur d'onde cérébrale, cardiaque, corporelle qui va avec cet état de connexion télépathique-là, on va pouvoir, à différents degrés, pouvoir se reconnecter si on le souhaite. Donc pour moi, je le considère pas comme un don. J'ai une grande facilité pour ça parce que je le fais depuis que je suis gamine. J'ai jamais refermé la porte, mais c'est vraiment quelque chose que je considère accessible pour tous ceux qui le veulent vraiment. C'est pas un don qui est réservé à quelques élus. Par contre, ça demande courage, persévérance, pratique et justement intégrité. On va le voir pourquoi ça demande autant d'intégrité que ça. Voilà. Donc pour ce qui est aussi la com animale, ça marche avec toutes les espèces. Je sais pas, Sarah, si tu veux nous mettre la petite photo aquatique. Je vais vous faire une petite anecdote là-dessus, mais aïe. Je vous présente Oscar, un poisson de la famille des piranhas. Excepté que les piranhas généralement vivent en groupe et attaquent en groupe, lui c'est un carnassier qui peut vivre tout seul et qui est assez costaud pour attaquer tout seul. Donc j'étais dans le cadre d'un petit tournage chez une personne qui avait une trentaine d'animaux chez elle, et puis on passe devant cet aquarium-là, et à la blague, les personnes qui faisaient le petit reportage me disent «Et les poissons, qu'est-ce qu'ils te racontent?» Puis là, moi, avec mes préjugés de l'époque, j'étais là les poissons, ils ont pas grand-chose à raconter. Comme quoi, même en étant communicatrice, j'avais mes propres biais, mes propres préjugés. Et là, j'entends, en fait, comme vous le voyez, il m'a interpellée littéralement. J'ai entendu, non, mais tu te prends pour qui? Mais c'est quoi ces préjugés? Mais tu penses qu'il y a que les mammifères à sang chaud qui ont le droit d'expression? Il m'a tenu comme ça, le crachoir pendant 15 minutes non-stop à exprimer ses ressentiments et ses inconforts par rapport aux autres espèces qui étaient présentes la bâtisse, pourquoi les poissons exotiques étaient mieux traités, avaient plus de décors, plus d'accessoires dans leur espace que lui qui était tout seul, etc., etc. Mais ce jour-là, c'était une magnifique leçon pour moi en me disant, ben, même si je me dis que dans le cœur et dans l'ouverture, ben, j'avais jamais pris la peine de m'arrêter pour taper la jazette avec un poisson. Et à partir de là, ça m'a vraiment ouvert les yeux et je me suis mis à explorer encore plus vraiment avec toutes les espèces, du ver de terre jusqu'à la baleine. Et les seuls, à la blague, la seule espèce avec laquelle j'ai pas pu rentrer en communication. Alors je vous dis, hein, restez ouverts et puis mettez un petit grain de sel et d'humour là-dedans. Mais c'est les tiques. Les tiques qui sont tellement orientés au niveau du but d'aller sucer leur sang pour pouvoir se reproduire, qui sont hermétiques à toute connexion. Ils sont juste focusés, en tout cas c'est les champions du focus mental. Ils peuvent rester 16 ans en latence jusqu'à pouvoir sauter sur leur proie qui passerait sur près de ce petit brin d'herbe et saisir l'opportunité de se réactiver dans un état actif pour pouvoir pomper le sang et puis se reproduire. Donc quand je vous dis que c'est toutes les espèces, c'est bien beau de se targuer dans notre ego, de se dire ah je communique avec les baleines, je suis allé voir les dauphins, les éléphants, les chameaux, on s'en fout. C'est d'avoir l'humilité de se dire on peut autant apprendre de la part d'une fourmi, d'une mouche que d'un orque ou d'un beluga. D'accord? Donc je vous le partage avec humour, mais c'est vraiment important d'établir ça. Et ça aussi, ça fait partie d'une vie intègre. C'est d'arrêter de catégoriser en se disant telle espèce est digne de mon intérêt, est digne d'être écoutée, versus cette espèce-là qui semble une sous-espèce. Donc on le voit, le racisme qu'on peut avoir des fois en tant qu'être humain qui est présent au sein de l'espèce humaine, mais nos préjugés au sein des espèces animales peut parfois ressortir. Donc c'est vraiment voilà une petite blague que je trouvais intéressante. Et je voulais vous dire aussi par rapport au rôle que les animaux occupent dans nos vies en fait. Faut comprendre que on va remettre les choses à leur place, d'accord? Parce que pour comprendre les rôles que les animaux choisissent vis-à-vis de nous, il faut comprendre leur niveau de conscience réel. Donc, légalement, le statut actuel de l'animal dans nos lois actuelles, que ce soit au Québec ou en France,
Euh, le statut de l'animal, depuis 2015, en tout cas en France, le l'animal est passé d'un statut de bien meuble, donc dont on dispose comme un objet un petit peu qu'on peut bouger, ou en cas de divorce, on peut se séparer entre guillemets la responsabilité de cet objet, de ce bien meuble. Ben, il est passé au statut d'être sensible. Ça, c'est en 2015. Et puis à la fin de l'année 2015, le Québec a suivi et a changé ses lois par rapport à ça. Ce changement de statut de bien meuble à être sensible est dû à une conférence qui a eu lieu et à une déclaration qui a été faite, ça s'appelle la déclaration de Cambridge, qui a eu lieu en 2012 et qui regroupait plein de scientifiques de différentes disciplines. Et ils ont enfin déclaré que selon je vous le lis parce que donc ça date du 7 juillet 2012, la force des preuves, donc là on parle de scientifiques, nous amène à conclure que les humains ne sont pas seuls à posséder les substrats neurologiques, donc la structure cérébrale, les substrats neurologiques de la conscience. Des animaux non humains, notamment l'ensemble des mammifères et des oiseaux, ainsi que de nombreuses autres espèces telles que les pieuvres, possèdent également ces substrats neurologiques. Donc là, c'est un petit blabla scientifique. Il y avait le fameux professeur en fauteuil roulant, Hawking, l'astrophysicien hallucinant. Donc c'était vraiment des grands scientifiques de ce monde qui ont posé ça. 2012, on leur reconnaît le statut d'être possédant les substrats de la conscience. 2015, donc 3 ans plus tard, on leur accorde pas le statut d'être conscient, on leur accorde simplement le statut d'être sensible. Et on est vraiment en retard parce que en 2019, à Toulon, il y a un regroupement de juristes qui a enfin posé on appelle ça la déclaration de Toulon. Ils ont donné enfin la notion de statut juridique, donc de personne juridique aux animaux. Ça, c'est 2019. Mais tout ça pour vous dire que quand je vous dis qu'il y a la conscience et qu'on peut communiquer avec n'importe quelle espèce, c'est que ces substrats de conscience sont vraiment présents. Mais légalement, on ne les reconnaît que comme être sensibles. Et pendant très longtemps, on considérait qu'ils ne ressentaient pas la douleur. Même pour l'humain, la conscience d'être capable de sentir la douleur, dans les années 60, on n'anesthésiait pas les enfants opérés. Il y avait plein d'enfants qui n'étaient pas anesthésiés parce qu'on considérait que leur maturation neurologique ne leur permettait pas de sentir la douleur. Donc, voyez à quelle vitesse la mentalité générale évolue. Donc, avec ça en tête, donc on a affaire à des êtres conscients, doués de conscience. Il va falloir comprendre que dans le choix que les animaux adoptent par rapport au rôle qu'ils jouent à nos côtés, il va y avoir cette notion de conscience et avec la conscience vient un certain degré de libre arbitre. Donc les animaux vont choisir de s'engager à nos côtés avec une certaine dimension de libre arbitre. Ok? Alors, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on continue? Est-ce que quelqu'un a bloqué sur quelque chose ou c'est correct pour tout le monde? Sarah, je te laisse voir l'écran, voir s'il y a une... Oui. Avant qu'on aille plus loin. Oui, je pense qu'il y avait une Oui, question. vas-y, Suzanne. Ou je sais pas, je vois juste Suzanne sur l'écran. Oui, c'est ça. Quand tu parles de libre arbitre, ils décident avant leur naissance, comme nous, à peu près, là, qu'est-ce qu'ils viennent faire avec qui? C'est ça que tu voulais dire? Alors, toi, tu pousses la réflexion plus loin, Suzanne. Moi, je parlais du libre arbitre une fois incarné, mais effectivement, on va voir que les animaux, pour eux, ont vraiment conscience de la notion de l'âme, donc de cette notion d'existence qui va au-delà de la mort. Et c'est plus difficile à comprendre parce qu'on n'a aucune preuve scientifique de ça. Mais les animaux arrivent avec ce qu'on pourrait considérer une mission de vie, où certains vont se donner une mission de vie. Donc moi, je le distingue un petit peu de la notion de libre arbitre parce que pour moi, le libre arbitre, c'est ce que tu manifestes dans la matière. Sur le plan incarné, mais effectivement, ils arrivent avec une intention particulière. Et ça aussi, ça fait la différence quand on comprend avec quelle intention de départ ils arrivent à nos côtés et qu'on reconnaît le fait que ce soit des êtres conscients.
et ben on va voir que les réactions ne sont plus les mêmes. Le regard va pouvoir changer au lieu de se figer sur eux. On va pouvoir vraiment enrichir notre vision et notre compréhension de leur choix à nos côtés. Est-ce que ça répond à ta question? Je vous vois pas, il y en a plein qui ont éteint leur caméra, c'est dur, j'ai juste quelques visages. En tout cas, c'est pas grave. Euh, voilà, mais toi, tu amènes la réflexion encore plus loin. C'est déjà difficile à digérer pour certains que les animaux puissent avoir les substrats de conscience, mais effectivement, on va le voir au fur et à mesure des témoignages que je vais vous faire. Donc, voilà. Alors, bah tiens, on va illustrer l'exemple. Est-ce que tu peux mettre la photo de Julius, s'il te plaît? On va rebondir sur ce que tu viens de nommer, Suzanne, d'accord? Est-ce que tu peux mettre la photo du chien en premier, s'il te plaît? C'est celle avec le sapin de Noël, le gros bouvier bernois. Pardon, Émilie, je vais la retrouver, mais je pense que je l'avais pas sous la main, celle-ci. Ok. Donc, concernant ce que tu disais, Suzanne, cette semaine, j'ai accompagné une amie qui venait de perdre son chien. Il était âgé déjà, mais il venait de s'étouffer avec un os de poulet qui avait été, en tout cas, déplacé accidentellement par un autre animal. Donc, c'était pas supposé être là. Et elle a dû le faire anesthésier d'urgence parce qu'il y avait une complication, il y avait une problématique, l'estomac s'était retourné et tout. Donc, elle était dans tous ses états. Et j'arrive sur ces entrefaits et là, je me connecte à l'animal. Donc, techniquement, il vient de décéder. Et lui, il explique ce qui s'est passé réellement et pourquoi il a choisi cette porte de sortie pour voici le beau Julius, euh, donc qui était avec elle depuis, je pense, 13 ans déjà, et qui a tiré sa révérence cette semaine. Donc Julius me partage avec subtilité pourquoi il a choisi cette porte de sortie-là et comment ça a attiré le vétérinaire jusqu'à lui en accéléré parce que la vette était jamais dispo sinon, et que même si extérieurement il semblait avoir souffert le temps de l'étouffement, en fait c'était la voie la plus directe qu'il avait trouvée pour en finir rapidement avant que son corps ne dégénère plus et qu'il meure des suites de maladies dégénératives qui l'auraient privé de ce qu'il considérait être sa dignité. Donc, sur ces entrefaits, je continue à écouter Julius. Donc ça veut dire qu'au-delà de la mort, il y a quelque chose qui perdure, sinon je ne serais pas connectée à lui. Et là, il me dit, et j'entends, va chercher tape Julius, j'ai un cadeau à faire à mon humaine. Je veux lui dédier ce message. Et je dis, ah, mais de quoi tu parles? Il dit, fais ce que je te dis, va taper Julius dans Internet et transmets-lui le message. Et j'étais là, mais si je tape Julius, je vais tomber sur Jules César, que sur des trucs de Jules César, ou c'est quoi le rapport? Il dit, fais confiance, va taper. Et je vais vous montrer le texte qui est sorti en premier quand j'ai tapé son nom, si tu veux bien le partager. Et là, je vous dis, si ça semble gros, si ça semble pas digeste, si c'est too much pour vous, juste dites-vous, j'écoute comme une histoire, d'accord? Donc, je vais vous lire à haute voix. On est tous capables de lire, mais donc je tape Julius. Vous verrez le nom en bas, mais c'est tout ce que je tape. Et je tombe là-dessus. Quand l'homme cessera d'être un spectre pour devenir un être qui est, et ressuscitera le contact et la sympathie avec les forces profondes de la nature et des êtres, la magie ne sera plus un mythe, comme le voudrait la superstition de ceux qui, aujourd'hui, ne sachant rien d'elle, en parlent comme d'une superstition dépassée par leur science. Et donc, quand on se sera réapproprié la magie, et l'on connaîtra alors cette puissance qui est justice, qui est sanction de dignité, attribut naturel d'une vie intégrée à laquelle elle appartient comme quelque chose de vivant, d'individuel, d'inaliénable. Et signé Julius Evola,
J'avais jamais entendu parler de ce gars. Et quand donc je transmets la citation à mon amie, je lui laisse digérer ça. Elle avait pas lu sur le coup, et puis en relisant, elle capotait parce que ça faisait vraiment écho avec la difficulté qu'elle avait à s'affirmer dans son intuition et puis dans ses perceptions. Donc c'était vraiment une belle dédicace pour elle de la part de son chien. Mais ce qui est fou, c'est quand je suis allée voir qui était ce monsieur. C'est un philosophe métaphysicien qui est né dans les années 1880 et qui était d'origine italienne. Et moi, ce qui me fascinait, c'était que la conférence s'en venait sur la notion d'intégrité. C'est comme si Julius, j'avais pris la peine de m'arrêter pour retransmettre son message. Non seulement il transmettait un message de sagesse et d'encouragement pour son humaine, mais en plus, il mentionnait toutes les thématiques qui s'en venaient par rapport à la conférence. Donc, Suzanne, pour en revenir à ta question, mais à ta remarque, c'est que les animaux arrivent avec certaines missions d'âme, on va dire, ou avec certains degrés de sagesse qui peuvent vraiment être perturbants ou nous dépasser des fois. Et du coup, euh, c'est vraiment intéressant de comprendre. Je vais vous lire d'autres paroles de sagesse, entre guillemets. Ça, c'est de la part d'un chien qui s'appelle Costa, qui est zoothérapeute, enfin partenaire d'intervention en zoothérapie et avec lequel j'ai collaboré sur un livre. Mais ils ont gardé que l'essentiel en lien avec la zoothérapie. Mais nous, il y a le gardien de l'animal et les gens qui étaient impliqués sur le projet hallucinaient tellement sur les messages qu'il transmettait, ce chien, qui m'ont posé plein de questions en parallèle. Et voici quelques remarques que ce chien faisait. Vous allez voir le niveau avec lequel il s'exprime. C'est rare que je prenne en note, mais comme c'était dans le cas d'une interview pour un livre à la base, ou en tout cas pour une réflexion, j'avais pris en note ce qu'il transmettait. Alors, ouvrez votre esprit. Euh, il dit, par exemple, dans le cas de la zoothérapie, il dit, pour moi, la zoothérapie est ma mission de vie. Et je lui avais répondu, mais je pensais que ce terme était propre aux humains. Il dit, chaque être doué d'une conscience dispose d'un certain degré de libre arbitre. Quelle que soit notre espèce, nous avons droit à nos aspirations intrinsèques. Il est donc essentiel à moyen terme de sensibiliser les humains bénéficiant du soutien d'animaux comme auxiliaires thérapeutes ou d'animaux de service au sens large. Donc là, on était dans un contexte zoothérapie, animaux de travail, animaux de soutien. Donc, il est donc essentiel à moyen terme de sensibiliser les humains bénéficiant du soutien d'animaux comme auxiliaires thérapeutes ou d'animaux de service au sens large, de leur demander leur consentement. Les mentalités doivent encore beaucoup évoluer, mais tu vois, notre échange est une preuve vivante que c'est possible à condition de s'ouvrir à cette réalité. Et il continuait avec la notion des rôles. Donc, je lui avais demandé, il parlait des carrières professionnelles. Donc, certains d'entre nous choisissent d'être des animaux de service auprès de l'humain, d'autres animaux adoptent différents rôles à vos côtés, en fonction de leur évolution et aspirations respectives. Certains ont davantage un profil de gardien, de protecteur, de conseiller. Donc, comme on a vu avec Tyson, le chien qui souhaitait voir la naissance du fils de son frère humain, de son complice humain. Donc, certains ont davantage un profil de gardien, de protecteur, de conseiller ou de guérisseur, par exemple. Et il y a autant de parcours qu'il y a d'individus. Et l'alchimie relationnelle entre humain et animal est unique à chaque dyade ou à chaque famille de cœur interespèce, quand un animal se lie à plusieurs membres d'un même clan familial. De ce fait, comme je le disais plus tôt, à nos yeux, euh, en tout cas, c'est ça. Parce qu'après, il parle de la mort et d'assumer sa responsabilité avant de partir. Donc on a vu Julius qui voulait s'assurer que son humaine allait honorer sa magie. C'est une femme qui a une intuition et un potentiel intuitif hallucinant, qui est aussi formée à la com animale, mais qui a beaucoup de difficultés à s'affirmer par rapport aux préjugés qui l'entourent et aux personnes qui se sentent plus cartésiennes autour d'elle. Donc c'était une dédicace hallucinante de sa part. Et c'est comme si Julius avait honoré son rôle de pilier, de guide jusqu'au bout avec cette personne-là.
Voilà, donc je vous illustre. Vous allez voir que la manière dont je vais animer cette conférence, j'y vais aussi avec le vivant, avec ce qui se passe et avec vos interactions. Donc ça va rebondir entre plusieurs histoires. Et pour en revenir à la notion de de statut de l'animal, d'un point de vue étymologique, c'est-à-dire au niveau du sens du mot animal, en latin, le mot anima veut dire souffle ou âme, donc l'air, le souffle, ce qui anime un corps, ce qui anime la dimension physique de l'être. Donc le principe actif qui sous-tend la vie. L'anima en latin, souffle ou âme, d'où vient le terme animal. Et il y a plein de thérapeutes qui s'amusent à dire, quand on parle de la magie dans la vie, c'est l'âme qui agit, basée sur ses valeurs. Donc quand on rentre en communication animale, il y a beaucoup de magie qui vient avec. On se rend compte on prend conscience de réalité ou de dimensions complémentaires à notre vision. On se rend compte vraiment de cette puissance qu'ils ont en tant qu'animaux intègres, qui se tiennent sur leurs valeurs, qui sont centrés sur leurs principes, ce qu'ils sont capables de manifester comme sagesse et comme magie dans notre vie. Donc, on parlait par rapport à la thématique de ce soir, de la notion d'intégrité. Ça veut dire quoi? Être intègre en soi. Et c'est quoi le lien avec les animaux et la com animale? C'est que en définition, on dit, par exemple, pour le Larousse, on parle d'honnêteté. État de ce qui est intact, de ce qui n'a pas subi d'altération. On parle aussi l'état d'une chose ou d'un tout qui est entier, qui a toutes ses parties. Qualité de quelqu'un, de son comportement, qui est honnête. L'intégrité, c'est aussi l'absence de mauvaises intentions. Donc, quand on regarde ce que les animaux incarnent, de par leur être, de par leur structure interne, on va dire, c'est des êtres qui ont à peu près gardé leur intégrité. C'est sûr qu'il y a une privation environnementale qui fait qu'ils n'ont pas forcément leur intégrité territoriale où ils peuvent se développer au sein d'une nature protégée et tout, mais malgré tout, ils essayent de protéger leur intégrité. Donc la qualité des messages ou l'intensité des messages qu'on reçoit en communication animale peut être vraiment bouleversante parce que les animaux, ils sont pas là pour faire semblant. Ils sont pas là pour porter des masques. Ils arrivent avec une volonté d'authenticité, qu'on se regarde en face et qu'on ait tous les morceaux en main pour pouvoir agir en conscience. Ça fait que quand on communique avec eux, l'exigence première, c'est qu'on soit capable, nous, en tant qu'humains, de se regarder en face. Si on n'est pas capable de se regarder en face, souvent l'animal va déconnecter. Il va refuser de communiquer parce qu'il dit, regarde, t'es pas en état de t'accepter dans ton intégralité, t'es pas capable d'empathie envers toi-même ou t'es pas capable d'accueillir tes défauts ou ce qui est douloureux pour toi. Comment tu veux te mettre en disponibilité pour écouter mes difficultés, mes problèmes et mes aspirations? Donc ça m'est arrivé de me faire envoyer valser par des chevaux thérapeutes, entre autres, où j'arrivais en formation, j'étais toute excitée dans un troupeau de chevaux thérapeutes à Val-David et au Québec en tout cas, et j'arrive pour faire mes exercices au sein de ce troupeau. Puis là, je fais face à une première jument. Je sais pas si tu veux mettre la photo de la jument qui est par-dessus ma tête. C'est pas elle, mais ça fait partie de ce troupeau-là, Sarah. Et en fait, je rentre toute pleine de moi là, et puis je dis alors bonjour. Même pas, je la salue même pas. Je dis qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et c'était pas elle, c'était sa collègue, mais la jument m'a répondu. Quand je dis comment ça marche, j'entends, je vois, je perçois, on entend des mots, on entend des phrases, on capte des sensations et tout ça. Donc c'est comme si elle m'avait transmis le message en disant mais d'abord on salue, on dit bonjour. Et qui te dit que j'ai envie de te parler de mes problèmes? Avant de demander ce qui va pas, on demande comment ça va. Ça aussi, ça avait été une belle leçon d'humilité parce que souvent, en tant qu'humain, on se met en position de sauveur. On se croit tout connaissant, tout puissant. Je sais pas si tu veux mettre, Sarah, la petite photo de Ego, tous égaux, s'il te plaît. Ça serait cool, je pense. Ça serait vraiment cool.
Mais c'est ça, c'est cette notion de d'humilité. Et cette jument m'a beaucoup touchée. Il y a une autre fois, un chat avec lequel je devais communiquer, c'était une étude de cas un petit peu particulière. Puis le chat, d'une manière très très snob, me dit non mais j'étais fatiguée ce matin, c'était un dimanche matin, je voulais juste dormir. Puis il voit l'état dans lequel je suis, il fait non mais tu crois que je vais m'abaisser à communiquer avec un humain qui vibre si bas? Tu as vu ton état de fatigue, va te coucher. Et du coup, il avait raison. Et j'ai dû formuler à son email que je ne m'étais pas respectée dans mes ressources physiques. Donc j'avais l'envie de communiquer avec lui, j'avais le cœur de le faire, mais mon corps était épuisé. Donc je n'avais pas respecté mon intégrité. Il y avait une partie de moi qui était déconnectée et qui n'était pas alignée avec la justesse de mes ressources intérieures. Donc techniquement, j'étais pas disponible pour lui. Il me l'a mis en pleine face. Et ça m'a permis de couper la communication, de reprendre rendez-vous plus tard et d'aller me coucher et dormir. Donc ça peut être de l'intégrité, soit dans notre système de croyance ou sur notre plan physique ou sur notre plan émotionnel, mais c'est d'avoir l'honnêteté de se regarder en face. Et avec les animaux, on l'apprend des fois avec humour ou à la dure. Et je vous partage cette image parce que quand je suis arrivée vers la jument dans le pré qui m'a gentiment envoyé valser, remis à ma place, ben, malgré le fait que j'étais soi-disant dans mon cœur et puis en mode communication animale, ben, je me croyais supérieure et en contrôle, mine de rien. J'étais dans mon ego, en mode sauveuse, donc en déséquilibre, dans la triade sauveur, bourreau et victime, là. J'étais pas dans mon équilibre. Et ce que la com animale et la notion d'intégrité dont sont porteurs les animaux ce à quoi ça nous ramène, c'est cette notion qu'on est tous égaux sur cette planète. C'est-à-dire que si, et vous le savez, vous l'entendez de plus en plus au niveau scientifique, si le ver de terre finit par disparaître, on est tous grillés. Si les abeilles disparaissent complètement, on est foutus. Donc il est temps qu'on reprenne notre juste place dans le grand cercle de la vie, c'est vraiment ça, en se remettant au même niveau, d'apprendre à partager l'espace, à partager les ressources et à comprendre que c'est pas parce qu'ils ne parlent pas comme nous on le fait ou qu'ils ne manifestent pas leur intelligence comme nous on le fait, qu'on a affaire à des êtres moins doués que nous ou qui n'ont pas le droit d'être entendus dans leurs besoins et dans leur place sur la planète. Je te remercie, Sarah. Tu peux le partager. Je vais toujours dans le même sens. Donc, cette notion, en fait, ce qu'on appelle anthropocentré. C'est-à-dire qu'on pense que c'est nous qui détenons l'information et qui détenons la sagesse et la connaissance. Et dans le cadre de l'interview avec Costa, à un moment, on lui avait posé la question par rapport à l'anthropomorphisme. Donc, c'est quoi pour toi? L'anthropomorphisme, ça veut dire la tendance à attribuer des caractéristiques humaines, donc des pensées, des sentiments, des émotions, des capacités, à des entités comme des animaux, des plantes ou des objets. Et voici la réponse de ce petit chien, hein. Donc voilà ce qu'il avait partagé avec nous. Il dit, plus la science va évoluer, plus vous allez réaliser que beaucoup des aspects que vous percevez actuellement comme des projections anthropomorphiques sont en réalité des facultés non pas réservées à l'homme, mais des fonctions naturelles propres à tous les êtres vivants. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que la capacité à ressentir la douleur a réellement été reconnue chez les animaux. Et il continuait sur ce qui était le propre de l'humain, en fait. C'était vraiment intéressant. Et il expliquait que ce qui est propre à l'humain, c'est pas la parole en tant que telle. C'est l'usage qu'on en fait. Et le fait que les animaux n'ont pas ce besoin qu'on se souvienne d'eux ad vitam aeternam et de laisser leur empreinte à tout prix. Parce qu'ils se respectent assez, ils ont conscience de leur finitude sur le plan physique, mais ils sont vraiment allumés sur la notion d'âme qui va perdurer dans le temps, qui va aller au-delà de la mort. Leur vision, la mort est pas du tout la même que la nôtre.
Donc ils ont un calme intérieur, ils n'ont pas besoin on pense qu'ils n'en ont pas les facultés, mais ils n'ont même pas l'aspiration de laisser une empreinte à tout prix, parce que c'est pas le but. Ça, c'est plus nos délires égotiques et anthropocentrés que leurs besoins à eux. Et ça veut pas dire qu'ils sont juste dans l'instinct. Ça veut dire qu'ils sont dans l'acceptation de leur être pour qui ils sont. Et qu'ils ont l'humilité de dire, bah, je fais ce que je fais quand je le fais, au mieux de mes capacités. Euh, et c'est ça mon but. Je continue. Le temps passe vite. Mais on continuait parce que il disait, moi je lui disais, bah à l'époque de Descartes, donc on part de l'approche cartésienne, les animaux étaient considérés comme des machines biologiques en fait. Et je dis ça change de cette vision-là où la douleur était pas du tout perçue. Donc un chien qui couinait quand on l'ouvrait pour des expériences et tout, alors qu'il était vivant et conscient, c'était considéré comme un réflexe d'ordre mécanique. Et là, il avait euh, il avait mentionné un truc vraiment chouette. Je vais vous le dire. Il disait la civilisation des humains est souffrante. Euh, parce que vous avez perdu votre connexion à votre nature profonde, à votre nature véritable. Et il disait, comme vos scientifiques vous le font découvrir, grâce au progrès technologique et l'évolution des consciences, le fossé qui semblait nous séparer se réduit chaque jour davantage, inexorablement. L'humain redescend tranquillement de son piédestal pour reprendre sa juste place parmi ses semblables non-humains. Ce qui pour moi distingue l'homme des animaux n'est pas le langage, mais plutôt l'usage qu'il fait de la parole. L'humain se projette par l'esprit et la parole dans l'espace et le temps. Il transmet, analyse et catégorise l'information pour la rendre plus ou moins accessible pour ses pairs. L'homme tente de faire sens du monde qui l'entoure et d'y laisser sa trace à tout prix. Il s'exprime mieux que moi, j'arrive pas à le... J'étais contente de me retrouver exactement ce qu'il disait. Pour nous, animaux, cette faculté est moins essentielle puisque nous vivons dans l'essence de nos sens en assumant et incarnant tout simplement notre nature intrinsèque, en étant tout simplement. Et cette notion d'être, c'est vraiment intéressant parce que si je reprends ce que Julius a partagé comme citation à son humaine, ça disait « Quand l'homme cessera d'être un spectre pour redevenir un être qui est, et qu'il ressuscitera le contact et la sympathie avec les forces profondes de la nature et des êtres, la magie ne sera plus un mythe. » Donc je trouvais ça fou que ce lien se fasse entre ce que Costa avait dit il y a plusieurs années et puis le petit clin d'œil de Julius sur son départ. Et il y a Costa qui mentionnait en étant tout simplement dans le moment, dans le présent aussi. Exactement, Isabelle. C'est vraiment ça, être dans l'instant et être consciente de nos sens, c'est-à-dire on est incarné dans un corps physique densifié, et en reprenant une conscience corporelle, une conscience émotionnelle, une conscience psychique de là où on en est ici et maintenant, j'en suis où, je me sens comment, je suis dans quel état. Et j'honore cet état au fur et à mesure qu'il se manifeste. C'est ça pour eux la notion d'intégrité. Ils nous demandent pas d'être parfaits, par exemple, pour communiquer. Mais ils veulent qu'on ait la lucidité de dire aujourd'hui je suis fatiguée, aujourd'hui j'ai mal à tel endroit, aujourd'hui je suis dans tel état émotionnel. Le temps file, oh my god. Il mentionnait un truc par rapport à cette notion des êtres humains qui sont comme des spectres. Il disait beaucoup d'humains semblent être déconnectés de leur nature et de la nature, de leur corps et de leur être. Ils sont absents à eux-mêmes, comme des fantômes esselés. Et là, il parlait de l'importance de l'approche thérapeutique en zoothérapie, mais c'était cette notion de fantôme esselé. Il dit, l'approche thérapeutique recrée d'une façon artificielle un contact, donc il parle avec l'animal, un contact et un contexte
dans lequel l'humain peut se reconnecter à sa véritable nature, corporelle, sensorielle et spirituelle, en recréant un lien authentique et pur avec un autre être vivant, sans peur du jugement et dans le plaisir simple d'être présent à ce qui est dans l'instant, ici et maintenant. Donc Isabelle, t'étais en plein dedans. Et par rapport à ça, à l'époque où il m'a mentionné ça, parce que il y avait une question qui lui avait été posée, c'est, tu sais, comment vous vivez les marches tu sais, en ville? Comment c'est pour toi que quelqu'un aille te marcher quand il est super occupé et qu'il a juste 20 minutes pour aller te marcher dans la journée? Et il disait, avec le développement des technologies, donc il y a beaucoup d'humains qui sont sur leur cellulaire quand ils partent promener leurs animaux, leurs chiens. Et il dit quand l'humain est connecté à ces technologies-là, et c'est comme une coquille vide, c'est-à-dire il est physiquement présent mais nous ne le sentons pas. Donc il se donne bonne conscience en allant nous balader, mais le fait qu'il soit sur son sel tout le temps de la balade, c'est exactement comme si on traînait un fantôme derrière nous. Les chevaux m'en ont parlé de ça. Ils m'ont dit qu'un cavalier qui est dans sa tête mais qui n'est pas dans son corps, ou qui va, avec le développement des technologies, avoir son sel pendant qu'il est à cheval, son cellulaire, son téléphone portable, il dit, ça devient une menace pour nous, c'est comme si on avait un corps mort ou un fantôme sur le dos, parce que sa conscience est ailleurs, sa conscience n'habite plus en présence son corps physique. Et c'est un facteur de stress phénoménal pour plein d'espèces. Donc d'avoir l'humain qui est présent, tu es en train de caresser ton chat, tu es en train de regarder la télé, tu as ton chien et tout, mais on n'est pas vraiment là. C'était vraiment spécial, vraiment, vraiment spécial à ce niveau-là. Et puis, il parlait de cette notion comment? De spiritualité. Il dit pour moi, euh, la notion de spiritualité est en fait une matrice qui unit et fait vibrer tous les fibres du vivant. Donc cette notion d'interconnexion, d'interrelation, pour eux, c'est ça qui fait la recherche, la richesse de l'échange entre nous. C'est d'être vibrant dans cette connexion, dans cette interrelation. Et pour eux, c'est évident qu'on est tous interreliés. Tu sais, en physique quantique, on parlerait d'intrication quantique, mais les animaux, ils parlent juste de la fibre du vivant. En tout cas, Costa, c'était le terme qu'il utilisait. C'était vraiment spécial. Et, euh, et justement, c'est par rapport à ça, tu sais, c'était pas un reproche ou des critiques qu'il faisait par rapport à l'humain. C'était juste lui dire, mais il se déconnecte. Et plus il va se déconnecter, plus la communication ou la capacité à avoir des relations intègres va se déliter. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au fur et à mesure que la science progresse, donc on pensait que le rire était le propre de l'homme. Ils se sont rendus compte que les rats étaient capables de rire. Ils ont fait des recherches scientifiques. Ils se sont rendus compte qu'en chatouillant certaines zones réflexes, les rats avec des rictus qui étaient affiliés ou associés à la capacité de rire. La capacité du jeu a été longtemps considérée comme seulement propre à l'humain. Et finalement, ça a été reconnu comme le mode d'apprentissage principal de plusieurs espèces. Donc, c'est vraiment notre vision face à eux est tellement fermée, tellement petite par rapport à leur niveau de compréhension et d'acceptation du monde. C'est vraiment particulier. Et en communication animale, je vous disais que pour pouvoir communiquer, ça nous prenait, tu sais, d'être solide dans notre intégrité. Mais on a un code d'éthique. La profession de communication n'est pas reconnue en tant que telle comme la pratique de la communication n'est pas considérée comme une profession encore à part entière. Mais par contre, il y a un code d'éthique des communicateurs que moi, je suis vraiment le plus près possible. Et je vais vous lire quelques petits extraits pour que vous compreniez en quoi ça vibre avec cette notion d'intégrité. Donc, le but de la communication et notre motivation première est de réanimer les facultés inhérentes, ça veut dire propres à chacun, de chaque humain de communiquer aisément et directement avec les autres espèces qui l'entourent. Donc le but, c'est d'outiller les gens et puis de leur rappeler qu'ils en sont capables déjà. Nous ne jugeons et ne condamnons personne pour les erreurs et les incompréhensions du passé.
Et les animaux font la même chose. Quand on communique avec eux et qu'ils nomment des choses qui sont déplaisantes et tout, c'est extrêmement rare qu'il y ait une notion de culpabilité ou d'accusation. C'est juste qu'ils nomment les faits pour qu'une évolution puisse avoir lieu. Nous réalisons que la communication télépathique est un médium qui peut être affecté par nos désirs inconscients, nos émotions excessives, nos jugements et notre manque d'amour envers nous-mêmes et autrui. En sachant ceci, nous marchons sur le chemin de la télépathie animale avec humilité et bienveillance. Nous sommes prêts à regarder nos erreurs et à transformer les croyances qui peuvent influencer la clarté des communications que nous recevons de la part des humains comme des non-humains. Donc nous, on est l'espèce humaine, mais on est des animaux, et les autres espèces animales sont des espèces animales non humaines. Ça, c'est un petit rappel aussi, ça nous remet un petit peu dans le grand cercle de la vie. Voilà. Afin d'augmenter notre efficacité, nous n'offrons notre aide qu'aux gens qui la demandent, afin que les gens soient réceptifs à notre aide. Cela augmente beaucoup notre efficacité. Je vais vous donner vous partager une expérience que j'ai eue qui m'a beaucoup appris en termes justement d'intégrité. Je voulais bien faire, c'était au tout début où je faisais de la com, et on me fait appel pour une jument qui est en Guadeloupe. Donc moi, j'étais au Canada, je fais la communication à distance, et cette jument était en train de dépérir à vue d'œil. Et il y avait plusieurs vétérinaires qui étaient venus, des ostéopathes équins, personne ne trouvait la cause de la problématique. Et quand je me suis connectée à cette jument-là, la demande m'avait été faite initialement par sa palefrenière. Donc c'était pas sa propriétaire, sa gardienne officielle, c'était sa palefrenière qui l'aimait énormément. Donc sa palefrenière, c'est la personne en charge de ses soins, de une partie de son entraînement et tout ça. Et la jument m'explique de manière multisensorielle et tout, je reçois l'info, je synthétise, je traduis l'information, je suis traductrice pour les animaux, et elle m'explique qu'il y a une problématique avec la qualité de son eau, que le terrain est complètement défoncé alors que normalement c'est une période de sécheresse. Il y avait eu des périodes de pluie qui, à cause du réchauffement climatique, qui n'avaient pas lieu d'être à cette période-là, et qui avait elle avait des problèmes ostéo-articulaires qui n'avaient pas été identifiés correctement. Mais passons. Quand je lui demande ce qui se passe par rapport à son eau et tout ça, elle me précise, elle dit, il y a un problème de toxicité de l'eau. Puis là, elle m'explique avec beaucoup de précision quel protocole faire pour assainir son eau. Donc, juste à base naturelle, elle explique en détail le protocole pour assainir son eau. Elle explique quelles modifications et quels ajustements faut faire au niveau ostéo-articulaire, et elle explique en détail comment stabiliser ses sabots au niveau parage et ferrage. En tout cas, c'était hallucinant. Et elle rajoute par rapport à l'eau, elle dit, si les humains savaient réellement ce qui se passe avec les nappes phréatiques, il y aurait un scandale politique. Voilà. Moi, je retransmets toutes ces informations-là à la personne qui m'avait contactée. Et j'oublie cette histoire, je passe à la suite. 2 ans plus tard, je me rends en Guadeloupe physiquement pour faire une tournée de conférences et de communication animale et de soins manuels pour les animaux là-bas. Et par hasard, je tombe sur des gens qui connaissaient cette jument, donc je demande des nouvelles. Et là, j'apprends que la jument est morte 1 semaine plus tard, parce que quand les informations que j'avais nommées ont été retransmises à la propriétaire, elle en avait rien à faire. Entre-temps, elle avait racheté une jument de compétition, et quand la jument avec laquelle j'avais communiqué a compris en fait que elle ne serait pas entendue dans ses besoins et dans ce qu'elle avait pris la peine de nommer, elle est morte de chagrin, en comprenant que son humaine avec qui elle pensait avoir une relation sincère n'en avait rien à faire et l'avait utilisé comme un vulgaire objet pour aboutir aux compétitions. Donc ça, moi, la leçon que ça m'a appris à ce niveau-là, la première, c'est que par rapport au code d'éthique, je n'offre mon aide qu'aux gens qui me la demandent, qui veulent vraiment et qui s'en donnent les moyens. Ouais, c'est tellement triste, Maya, tu vas voir, mais d'un autre côté, c'est une grande leçon, cette notion d'intégrité. Pour pouvoir aider, il faut qu'il y ait la volonté derrière. Et quand l'animal prend la peine d'ouvrir en confiance sa parole et de nommer ses besoins, il faut que, d'un point de vue éthique, on soit capable de s'assurer qu'il y a un levier derrière, un levier d'action. Mais c'est pas fini. Parce que ce que j'ai appris aussi, c'est que le fameux scandale politique en lien avec les nappes phréatiques portait sur une pollution
par des pesticides pour la culture du coton, que ça avait fait un scandale monstrueux. Toutes les nappes phréatiques avaient été polluées. Et le gouvernement français avait dû débourser des fonds pour réassainir les nappes phréatiques. Et ces fonds-là avaient été détournés par plusieurs municipalités. Et il y avait des maires de plusieurs villages qui avaient été retrouvés assassinés sur des plages des municipalités qui avaient détourné l'argent. Donc la jument, 2 ans en avance, était capable de nommer quelque chose que les humains ne savaient pas encore par rapport à la qualité de l'eau et nommer la notion politique. C'est pour vous dire la profondeur de réflexion que certains animaux peuvent avoir là, quand on commence à leur donner la parole et à être à l'écoute, d'accord? Ça semble complètement dingue, mais c'est majeur. Et ça veut dire que quand vous vous ouvrez à la possibilité de communiquer en intégrité, il faut que vous ayez les reins solides pour transmettre. Ça fait partie des autres règles. Nous devons de retransmettre, nous pouvons exprimer les émotions de l'animal, dire comment il se sent, les symptômes qu'il présente ou endroits où il ressent de la douleur tels qu'ils sont communiqués par l'animal. Et nous devons de retransmettre l'intégralité de ce que l'animal nous communique. C'est pas à nous de censurer ce que l'animal va dire. Quand on choisit d'ouvrir la porte en intégrité à une communication interespèce, on a le devoir, en tant que communicateur, de retransmettre l'intégralité de ce que l'animal nous transmet. Parce que il faut avoir l'humilité de se dire on est des traducteurs, ok? Et le but de toutes les consultations et les conférences et les ateliers est de créer un espace pour qu'il y ait plus de compassion, une meilleure compréhension et un meilleur équilibre entre tous les êtres. Nous suivons notre cœur en honorant l'esprit qui habite chaque être et qui nous unit tous. Ok, Maya, je regarderai tout à l'heure. Je peux pas regarder deux trucs en même temps, mais merci, je regarderai, y a pas de souci. Mais voyez, donc, quand on rentre dans cette démarche d'intégrité en lien avec la coopération avec les animaux, c'est vraiment, il faut être prêt à plonger, d'accord? À plonger et à en assumer les conséquences. Donc, vous voulez y aller avec des gens qui sont volontaires, ok? J'aimerais vous partager, j'espère, on est déjà à 1 heure de temps, mon Dieu que ça passe vite. Je voulais vous partager, toujours quand j'étais en Guadeloupe, j'ai eu la chance de faire une tournée éco-responsable, on va dire, en bateau. Et puis, c'était des personnes qui étaient en charge de gérer les échouages de masse de cétacés, c'est-à-dire quand il y avait des baleines qui s'échouaient sur les côtes de Guadeloupe ou certains belugas ou des dauphins, ils collaboraient avec les gardes côtiers pour gérer ces échouages de masse. Puis dans la discussion, je leur dis c'est dommage que vous n'ayez pas la collaboration de communicateurs interespèces parce que ça vous permettrait de scanner en accéléré quels animaux veulent vivre, ceux qui en ont les capacités physiques, ceux qui sont épuisés, ceux qui ont un message à délivrer et ceux qui veulent donner leur corps à la science, etc. Et ça permettrait d'intervenir beaucoup plus vite et puis de se concentrer sur ceux qui veulent, sur les animaux échoués qui veulent vraiment vivre. Donc, quand on est restreint dans les ressources humaines, c'est super important de pouvoir utiliser ce genre d'outils, par exemple. Et cette dame disait, waouh, c'est génial, mais c'est dommage, vous n'étiez pas là la semaine dernière parce qu'on a eu le cas d'une dauphine, donc je dis une dauphine, mais d'une femelle dauphin, d'une maman dauphin qui portait ses petits. Ça, c'est des photos, c'est pas en Guadeloupe, c'est en Égypte lors d'un voyage auprès des dauphins sauvages en mer Rouge, là, mais c'est juste pour illustrer la notion des bébés. Voilà. Merci, Sarah. Mais donc, l'anecdote, c'était que il y avait cette maman dauphin qui avait soutenu le corps de son dauphin décédé, donc un petit delphino tout frais décédé, pendant plusieurs jours avec l'aide ce qu'on appelle une tati, donc une amie de dauphin qui était là. Et à tour de rôle, il ramenait le cadavre du dauphin, le corps du dauphin décédé en surface. Et puis les scientifiques ont observé cette ronde-là pendant plusieurs jours et ils ont dit on peut pas laisser la carcasse pourrir comme ça, on va la récupérer, on va faire des tests pour voir de quoi est mort le dauphin. Et donc la dame qui organisait l'éco-tour responsable là, m'a dit quand on a retiré le cadavre du bébé, la maman s'est mise à pleurer et à crier et on ne savait pas quoi faire.
Elle dit ton aide aurait été précieuse à ce moment-là. Et ce qui est génial avec la com anima, c'est que peu importe comment on est dans un espace du cœur, on pourrait dire qu'on travaille au point zéro pour ceux qui connaissent ça. La notion d'espace et de temps ne compte plus quand on est en com animal. C'est aussi pour ça qu'on peut communiquer avec des êtres décédés. Donc, je me suis connectée par l'intention. Donc, j'avais pas la photo spécifique de cette mère dauphin là, mais comme elle m'avait été décrite et tout, j'ai pu me connecter à elle. Et là, j'ai eu l'explication. Et elle m'a dit, je savais que mon enfant était mort. J'étais bouleversée qui me sépare de son corps. Mais la raison pour laquelle je pleurais, c'est qu'ils ne m'ont pas dit là où ils l'emmenaient. Donc elle savait, elle avait conscience quand je lui ai décrit, elle avait conscience que le corps de son petit allait servir à la science, mais on ne lui avait pas expliqué à quel endroit de l'île le corps du bébé allait être transporté. Et du coup, les restes du bébé, elle voulait juste savoir où la carcasse de son bébé, je dis la carcasse parce que c'était dans cet état-là, où est-ce que les restants de son bébé seraient enterrés ou détruits ou stockés une fois que les tests auraient été finis. Pourquoi elle demandait ça? Pour pouvoir boucler son rite funéraire. Et je vais vous lire ce que Costa avait mentionné. Donc, on en revient à ce fameux petit chien assistant partenaire en zoothérapie. On lui avait parlé de la mort. Comme les éléphants, exactement, Isabelle. Et justement, je lui posais la question. Je disais, on a observé des rituels funéraires chez les éléphants. Est-ce que tu peux nous en parler? Il dit oui, c'est un aspect, un exemple. Donc c'était exactement le coup des éléphants. Mais si les scientifiques observaient davantage les animaux dans leur contexte naturel, ce qui est de plus en plus rare à cause de la destruction de nos territoires, ils noteraient que de nombreuses espèces ont l'équivalent de ce que vous appelez rituel. Si les animaux domestiques avaient plus de liberté de mouvement, donc là il parlait pas des animaux sauvages, il faisait un parallèle avec les animaux domestiques. Si les animaux domestiques avaient plus de liberté de mouvement à l'approche de leur mort, vous pourriez observer l'équivalent de vos au revoir auprès des autres animaux présents dans leur environnement et aussi envers leurs compagnons humains les plus significatifs. Tout comme les humains, certains individus préfèrent se retirer dans un endroit discret pour mourir sans déranger par pudeur, mais mourir seul devrait être un choix, pas une fatalité. Là, on parlait dans la problématique plus en lien avec l'intervention des animaux pour les personnes en phase terminale, etc. Mourir en étant accompagné par une présence bienveillante, humaine ou animale, est apprécié pour adoucir ce passage. Mourir en étant entouré d'êtres aimés ou aimants devrait être un droit et pas une exception. Les animaux n'ont pas peur de la mort en tant que telle, puisque pour nous, c'est juste un changement d'état. En cela, la présence d'un animal auprès d'une personne mourante, par exemple, peut être rassurante et apaisante. Là où l'humain inquiet et qui ne croit pas en la permanence de l'esprit pourrait paniquer ou transmettre ses appréhensions aux mourants, la chaleur et la douceur de notre présence bienveillante dans l'instant, ici et maintenant, aident la personne ou nos confrères animaux à vivre cette transition de manière plus paisible. On n'empêche pas forcément la douleur physique liée à certaines conditions de décès, mais on peut assumer une partie de la souffrance associée à la peur de l'inconnu. Donc là, on fait la transition des animaux sauvages aux animaux domestiques et à leur relation à la mort. Ce qui est très intéressant, il continuait par rapport à la mort. Donc pour lui, cette notion de persistance de l'esprit, je lui disais, ben, tu sais, c'est ce que tu nous partages, ça me rappelle une citation d'Albert Einstein où on ne peut pas tuer l'énergie. La vie n'a pas de commencement la vie n'est pas le commencement ni la mort la fin. Donc j'avais pris cette citation. Puis ce qu'il répondait, c'était effectivement, mais cela n'empêche pas l'appréhension lorsque nous sentons notre propre mort arriver. La peur et la douleur la douleur et la peur de la souffrance est universelle et chaque individu humain ou non humain la gère en fonction de sa personnalité, de ses expériences passées et surtout en fonction de l'entourage dont il dispose au moment de son départ. Lors de cette transition, beaucoup d'animaux restent un peu plus longtemps, malgré leur douleur physique, pour laisser le temps à leurs compagnons humains et non humains de se préparer au mieux ou de régler certains détails de comportements importants à nos yeux. Je vais juste
Donc ça, je vous fais la parenthèse par rapport à ça. Vous avez vu l'histoire de Tyson qui insistait pour rester à l'arrivée du bébé, pour pouvoir transmettre le flambeau officiellement à son humain. Ça faisait partie de sa mission de vie. Et quand on demandait j'en reviens à Costa, as-tu une définition de la mort? Pour nous, les animaux, ce que vous appelez la mort n'est rien d'autre qu'une transition vers d'autres dimensions. Une transition, pardon, vers d'autres dimensions de conscience, d'autres plans d'existence, si vous préférez. Tout comme la communication intuitive est naturelle pour nous, l'existence de l'âme, comme vous dites, est une évidence pour le règne animal. Cette essence spirituelle qui nous anime poursuit son chemin d'évolution après la transition que vous nommez la mort, où notre enveloppe corporelle se détache et retourne à la terre. Donc, comment dire? Quand on a donné l'exemple de la dauphine, donc c'était pas tant l'adieu à son bébé que le fait de pouvoir amener le processus de rituel et d'accompagnement funéraire jusqu'à son dénouement qui la rendait triste et aussi anxieuse. Ça fait vraiment réfléchir. Et puis, Isabelle, tu mentionnais l'histoire des éléphants. Si vous fouillez sur Internet, il y a un documentaire où on voit des éléphants dans un refuge, je sais plus si c'est au Kenya, qui viennent, sans avoir été prévenus ou quoi que ce soit, hein, rendre hommage à leurs protecteurs et leurs gardiens. Oui, les gorilles aussi, effectivement. Donc, c'est juste fabuleux. Et par rapport à la thématique de la mort, est-ce que tu peux partager la photo du serpent, Sarah? Est-ce que vous êtes correct au niveau du temps? On a dépassé d'un quart d'heure. Est-ce que vous voulez qu'on boucle la boucle? Parce que normalement, c'était affiché comme étant 1 heure. Est-ce que vous êtes correct? J'ai encore quelques petites anecdotes croustillantes à vous partager. Ceux qui doivent quitter, je vous remercie. Vous pourrez retrouver l'enregistrement complet disponible sur YouTube dans quelques jours, je pense, en suivant voilà. Alors, encore. Je vous présente une femelle python que j'avais rencontrée lors d'une exposition. Et, euh, et en fait, le temps que je l'avais sur moi, j'étais très curieuse de lui poser la question, ça fait quoi d'étouffer ta proie? Parce que nous, en tant qu'humains, on trouve ça un petit peu dégoûtant et rébarbatif, et puis après, tu la gobes, de l'extérieur, disons que c'est pas très plaisant comme façon de terminer sa vie. Et elle a pris la peine de me répondre, c'était juste magnifique. Elle me disait, pour moi, c'est une étreinte comme d'une sensualité fabuleuse. Et c'est comme faire l'amour avec ma proie. Puis j'étais à faire l'amour avec ta proie, c'est spécial. Elle dit, la manière dont je l'enlace, la manière dont je respecte le rythme de son cœur jusqu'à ce que je capte et je récolte son dernier souffle et son dernier battement, se fait dans la douceur et le respect. Et là, au fur et à mesure qu'elle m'expliquait ça, elle me faisait sentir. Elle me faisait sentir qu'en fait, l'étouffement se faisait de manière relativement rapide, mais progressive. Zaya, je t'avais dit, je te rejoins après, tu passes, d'accord? J'ai ma fille, j'ai pas de babysitter avec moi ce soir. Donc, ferme la porte, s'il te plaît, ma bichoune. Zaya, ferme la porte, ma cocotte. Merci. Donc, on en revient à ce fameux serpent constricteur. Et elle expliquait donc qu'elle attendait que les derniers battements du cœur aient eu lieu et que la chaleur du cœur commence à se retirer avant de commencer à gober sa proie. Et elle montrait que c'est comme si elle étourdissait sa proie, donc il y avait déjà une perte de conscience partielle. Ça fait que nous, ce qu'on percevait comme un processus horrible et douloureux, en fait, c'était relativement doux pour la proie et très respectueux. C'était comme une danse mutuelle et ce qui était beau, c'était de voir comment elle se connectait au cœur de sa proie, au battement, au rythme cardiaque du cœur de sa proie pour aller chercher cette vibration et ce dernier souffle. Et quand ça s'était fait et que la température commençait à changer, c'était seulement là qu'elle passait à l'action pour gober.
pour avaler sa proie. C'est pas gober, c'est avaler sa proie. Et ça m'a, franchement, ça m'a, là encore, je vous parlais de le stretch mental par rapport à notre système de croyances et tout ça, là. Ça a été pour moi un sacré apprentissage parce que je me dis, tu sais, on a toujours nos préférences par rapport aux animaux, hein, tu sais, nos espèces préférées. Moi, les reptiles, c'est pas mon gros trip, mais ça m'a vraiment permis de les regarder différemment, en fait, en tout cas, de la regarder différemment et de me dire, ben, elle, il y a rien de moche, il y a rien d'horrible, c'est juste, elle est en intégrité, dans le respect, puis il y a comme cette, c'est ça, cette synchronisation mutuelle qui opère avec sa proie. C'était vraiment fascinant. Sarah, tu peux, ouais. Bon, j'ai hésité à vous la partager, celle-là, et puis j'irai pas dans tous les détails, mais je voulais vous en parler parce que je trouve ça important. Dans le cadre d'un reportage, dans les dernières années, je me suis rendue dans le Saint-Laurent et puis, enfin non, c'était l'an dernier en fait. Donc, et puis là, on m'avait posé une question. Donc, c'était dans le cadre de mon travail. Les personnes qui étaient dans la région se posaient de grosses questions par rapport à la diminution de l'observation du nombre de baleines. Et ils avaient quelques hypothèses, mais ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi ça avait autant diminué l'observation, enfin le nombre de baleines qui venaient dans l'embouchure du Saint-Laurent. Donc, on part à l'aventure et puis là, je me connecte à un groupe de baleines qui se portaient comme ambassadrices. Donc, elles n'étaient pas là physiquement à côté de nous autour du zodiaque, mais elles avaient choisi de collaborer. Et là, je leur pose la question. Je peux pas vous donner toutes les données, ce serait trop long et puis c'est pas pertinent ce soir. Mais à un moment donné, donc elle parlait de problématiques. Ok, merci Sylvie. Et puis tu pourras reprendre la suite de l'enregistrement prochainement. Je vais essayer de rester à peu près correct dans le temps quand même. Mais donc, ce groupe de baleines ont commencé à mentionner des problèmes plurifactoriels et d'ordre, donc on s'entend en réchauffement climatique et tout ça, mais aussi problèmes de genèse du phytoplancton dû à des changements dans les courants marins profonds, etc. En tout cas, il y avait toute une liste. Donc, ça aurait pris vraiment une équipe interdisciplinaire, scientifique, avec des océanographes, des géologues, des climatologues, etc., pour pouvoir et se réunir tous ensemble pour pouvoir apprécier l'interaction entre les différentes problématiques. Mais au moment où je partageais toutes ces infos-là, on reçoit le message d'un capitaine qui était un peu plus au nord, au nord des îles d'Anticosti, et qui dit, ben là, on a observé un groupe de baleines plus important. Et du coup, les personnes qui étaient avec moi dans le cadre de ce travail-là me disent, mais pourquoi t'indiques pas au groupe de baleines là qui s'est connecté que puisqu'elles manquent de nourriture en ce moment dans l'embouchure du Saint-Laurent, si elles vont au nord et qu'elles contournent les îles d'Anticosti, elles pourraient aller trouver plus de nourriture. Et à ce moment-là, la réaction de ces baleines-là, ça a été, mais pourquoi on se rendrait là-bas il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Pourquoi on irait voler la nourriture de nos sœurs? Elles se sont rendues là-bas, on les laisse prioritaires. Puis là, elles ont commencé à m'envoyer, et ça m'a bouleversée, j'étais dans tous mes états. Elles ont dit, de toute manière, nous n'avons plus les zones protégées et les sanctuaires habituels pour mettre bas et nous reproduire. Et nous avons pris la décision consciente de nous retirer en tant qu'espèce de la planète Terre, en choisissant de ne plus nous reproduire ou de diminuer énormément notre ratio de reproduction, consciemment. Et elle m'a envoyé l'image des aborigènes d'Australie. Alors, je comprenais pas sur le coup. Et en discutant de manière plus élaborée de tous les messages qu'elle m'avait transmis avec des gardiens de la sagesse Atikamekw. Au revoir Jacqueline, merci beaucoup. Donc, c'est une nation autochtone du Québec. Ils m'ont confirmé, en fait, ils m'ont expliqué l'anecdote des aborigènes d'Australie. Il y a plusieurs clans aborigènes australiens qui ont fait l'annonce officielle qu'ils choisissaient de ne plus procréer parce qu'ils considéraient que nous n'étions pas viables en tant qu'espèce et que la planète Terre, dans l'état actuel des choses, ne pouvait plus soutenir la vie comme on la connaît. Donc, le message des baleines allait dans le même sens que le message des aborigènes. C'était pas réjouissant du tout, j'étais dans tous mes états. Mais
la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que en se connectant à l'intégrité des animaux qui, au fond, veulent juste pouvoir vivre de manière respectueuse et tout, il y a encore un petit peu de marge de manœuvre. D'accord? Et par rapport à ça, j'avais posé une question à la fin de mon interview avec Costa à l'époque. Je lui avais demandé quel est ton point de vue sur la société des hommes, entre guillemets. En gros, la civilisation humaine, quoi. Mais il m'avait répondu, la civilisation des humains est souffrante, en déliquescence, c'est-à-dire elle est en train de se liquéfier, là, se démonter toute seule. En tout cas, la civilisation des humains est souffrante, en déliquescence, parce qu'elle a oublié son lien inaliénable à sa nature profonde. Nous sommes tous composés d'atomes et de molécules, mais toutes ces particules sont agencées et maintenues entre elles par la force de l'amour. L'amour et la coopération, non la compétition, sont à même de nous faire évoluer vers une issue positive au niveau planétaire. La nature peut survivre sans les humains, mais les humains oublient trop souvent qu'ils ne peuvent pas survivre sans la nature. Ce n'est cependant pas une fatalité, mais la nécessité de reconnecter l'homme à son environnement naturel et par toute autre approche motivée par l'essence du cœur est urgente. C'est là que notre rôle est essentiel, car l'animal réhumanise l'être humain, si seulement ce dernier prend le temps de s'arrêter pour nous écouter. Donc, même s'il y a des espèces au complet qui choisissent de tirer leur révérence ou de s'autoréguler elles-mêmes pour pouvoir s'adapter à la réalité de merci, des ressources réelles de notre planète actuellement, ils continuent à vouloir éventuellement collaborer ou nous guider ou nous ramener à notre essence, à notre intégrité, aux lois, ce qu'on appelle les lois naturelles. Donc, c'est fascinant de voir leur résilience et leur compassion et leur empathie envers leurs frères humains, leurs confrères humains. Et j'aimerais finir. Tu peux partager la photo de moi dans l'eau, s'il te plaît, Sarah? Oui, Émilie, par contre, je suis vraiment désolée de te couper. C'est juste que, comme il est 19h30, on a de multiples activités pour la nuit de la philo. Ok. Donc, il va y avoir une prochaine activité, malheureusement, qui va débuter sur ce compte Zoom. Je suis vraiment désolée de couper l'élan. Je sais que tu avais encore quelques anecdotes à nous Ah ben, partager. je peux finir. C'est le dernier truc. Il te reste combien de minutes? Je sais pas. Il est 23. C'est ça, ils vont se connecter dans 2 minutes. Donc, est-ce que Ok. tu penses qu'on pourrait... Ouais, Oui, je peux. laisser tout le monde. Je vais conclure là-dessus. Désolée pour vos questions. Vous pourrez me les poser en privé sur ma page. Mais si tu peux juste mettre la photo ou l'œil de Jintala, s'il te plaît, ça serait cool. Donc, je vais vous le faire pendant que... En fait, je suis allée en Thaïlande à la rencontre des éléphants pour l'éléphanthérapie et dans le cadre avec une question en tête. C'était comme ils avaient pu anticiper le tsunami qu'il y avait eu en Asie, et beaucoup d'entre eux s'étaient mis à l'abri plusieurs heures, voire plusieurs jours en avance. L'idée, c'était de voir la collaboration interespèces possible pour favoriser une évacuation précoce des populations côtières. Et quand je lui ai posé la question, si elle était, en tout cas, c'est Jintala, je vous la présente. Tu pourras mettre son petit œil si tu as le temps. Euh, je lui ai demandé s'il serait prêt à collaborer. Sa question, ça a été, disons que nous acceptions de collaborer pour vous donner les outils et anticiper les catastrophes naturelles. Qu'est-ce que les humains choisiraient de faire de leur deuxième chance? Voilà, ça c'est l'œil de Jintala, c'est elle qui m'a répondu ça. Et j'aimerais finir là-dessus. Donc, si on en revient à cette notion de sagesse animale et d'intégrité, c'est d'oser déjà être honnête vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos besoins, vis-à-vis de nos corps, vis-à-vis de nos ressources émotionnelles, physiques, spirituelles, et de commencer à se rappeler qu'on est tous colocataires, de se souvenir de cette image du grand cercle et de laisser tomber la pyramide pour essayer de s'en sortir avec le moins de casse possible. Et tout comme les baleines ont la sagesse de s'auto-réguler, de penser à ça aussi. Qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on laisse suite à notre passage ici.
Voilà, j'aurais aimé répondre à vos questions. Vous pouvez me trouver sur mon site web www.emilydesmond.com ou me poser vos questions en privé si vous voulez sur Facebook. Donc un gros merci à Sarah. Désolée du gros dérapage dans le temps. Merci de votre patience. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci énormément, Émilie. Je voulais pas couper. Je pense qu'on aurait pu tous en prendre. Non, je suis désolée, c'est moi qui ai pas respecté la durée de temps. Donc merci pour votre ouverture, votre patience. Merci pour votre participation. Merci, Émilie, d'avoir participé à l'Huile de la philosophie Merci, 2021. au revoir. On va Au revoir. Bye bye. Merci, bye. Bye.